merci d'être venu dans ce débat qui va clore un peu la journée, pour vous en tout cas, et pas le festival puisqu'il se poursuit demain. Donc un débat sur la souveraineté ou comment le peuple peut redevenir maître de son destin. C'est un débat qui va se dérouler en mode inversé, c'est-à-dire que c'est vous qui allez le structurer. Je vais faire circuler un micro et les intervenants réagiront et vous donneront des éléments de réponse. Ensuite, je reviendrai parmi vous pour que vous puissiez réagir à 2 propositions qui ont été pensées par l'atelier Démocratisons la démocratie. Je ne vous les livre pas là, je vous les lirai tout à l'heure. Donc, pourquoi un débat sur la souveraineté ? Parce que c'est une notion qui est aujourd'hui en discussion dans le débat public, comme beaucoup d'autres, et qu'il appartient à nous tous collectivement de le redéfinir et de lui donner un contenu. Pour donner un élément d'actualité, les Gilets jaunes, c'est un authentique mouvement social. C'est un authentique mouvement social qui a souligné, qui a mis en lumière la crise de représentation que traverse notre pays, que traverse la Ve République, et qui met aussi en lumière la question de la souveraineté du peuple et de sa capacité à redéfinir, à définir son destin. Et je pense que c'est important aujourd'hui de réagir sur cette question-là et de faire en sorte que nous puissions lui donner un contenu et en donner des éléments très concrets. Alors, avec nous, nous avons la chance d'avoir donc un député européen, Emmanuel Morel, qui est aussi responsable de la gauche républicaine et socialiste, un journaliste de Mediapart, Fabien Escalona, docteur en sciences politiques et qui a rédigé une thèse qui a été publiée chez Dalloz, me semble-t-il, c'est ça, sur la reconversion partisane de la social-démocratie européenne. Coralie Delhomme va nous rejoindre, elle est essayiste, elle est chroniqueuse à Marianne, l'hebdomadaire, et a aussi rédigé ses 2 derniers ouvrages, c'est Le couple franco-allemand n'existe pas, et 10 questions et une européenne qu'elle a co-rédigée avec d'autres auteurs. Avec nous aussi Stéphanie Hennette-Vaucher, qui est professeure de droit à Nanterre, qui est directrice d'un labo de recherche qui s'appelle le CREDOF, c'est ça, et qui a co-rédigé avec Thomas Piketty la redémocratisation de l'Union européenne, si je m'abuse, c'est ça. Et aussi donc Bélir Nabli, fondateur du collectif Chronique, dont je suis partie prenante, docteur en droit, maître de conférences et qui est un spécialiste de l'État. Il a rédigé plusieurs ouvrages édités par Armand Collin. Donc je vais faire circuler le micro et vous allez pouvoir commencer à travailler les intervenants. Alors moi, s'il y a des gilets jaunes parmi vous, j'aimerais bien qu'ils s'expriment. Bonjour à tous, merci. Je vais garder mon propre micro pour des raisons sanitaires. Alors attendez. Voilà. J'avais en fait deux éléments de réflexion qui sont quand même, je pense, fondamentaux sur la question de la souveraineté et de la question européenne. Le premier élément, c'est la question de la chaise vide. C'est-à-dire, sans parler de Frexit et d'aller jusque-là, il est clair qu'il y a un rapport de force à mener, après lequel, comment, etc., bien sûr, avec l'Union européenne, sur la question finalement des traités et comment on voit l'Union européenne. Donc, est-ce que la question de la chaise vide, une forme d'absence, y compris au niveau budgétaire, etc., ou en tout cas faire poireauter un peu les autres États et les autres sociétés pour poser la question du débat. Bon, évidemment, c'est un petit peu rugueux comme terme et tout, mais on peut se poser cette question-là malgré tout. Et le deuxième élément, là pour le peu c'est plus constructif, c'est une stratégie un petit peu alternative, c'est finalement la question des États du Sud. Comment ces États du Sud, Italie, Espagne, Portugal, Grèce et même à venir une partie des Balkans, avec la France, peuvent élaborer une stratégie pour une autre Europe. Parce qu'il y a des points communs, il y a aussi des divergences, il y a quand même pas mal de points communs sur un certain nombre de structures économiques, plutôt consommation que production type Allemagne par exemple, et aussi sur la vision, en tout cas en partie, de la vision de l'État et de l'intervention, etc., etc. Donc je voulais avoir votre avis sur ces deux points-là. Merci. Merci. Donc la question de la stratégie vis-à-vis de l'Union européenne, qui effectivement est perçue comme un élément qui dépossède la souveraineté du peuple.
bonjour. Je pense que je souhaiterais poser une question, non pas sur la souveraineté nationale, mais sur la souveraineté populaire, c'est une différence. Et que cette souveraineté populaire peut-elle exister sans être structurée? Ne souffrons-nous pas actuellement en France d'une deuxième trahison des clercs par manque d'information et de structuration et de pédagogie de ceux qui sont les élites? Merci. D'autres questions? Monsieur? Beaucoup d'hommes s'expriment. Ça serait bien que certaines femmes prennent le pouvoir aussi. Je laisserai mon micro à une femme après, si vous permettez. J'ai 2 questions à poser. La première, c'est la question du droit des traités sur la libre concurrence, c'est-à-dire comment la souveraineté peut trouver à s'appliquer compte tenu du droit des traités, de la libre concurrence pure et parfaite, etc. Et la deuxième, qui est aussi liée à la première, c'est comment faire, je préfère poser ça sous forme de question, par rapport aux accords internationaux qui sont passés par la Commission européenne et dont la validation s'effectue dans des conditions parfois automatiques. Merci. Toujours sur l'Union européenne, donc. D'autres questions? Ah, madame. Ah, monsieur. Alors, je crois que c'est intéressant de voir, je ne suis pas gilet jaune, donc désolé, et je crois que c'est intéressant de voir comment chacun aussi prend la question de la souveraineté, puisque pour ma part, je crois que la crise du Covid a montré qu'on avait quelques soucis de souveraineté, puisque la France n'était pas capable de produire elle-même des masques, et je crois que l'exemple aujourd'hui d'un domaine comme l'industrie de défense, qui est l'un des seuls domaines aujourd'hui où on planifie, prouve que si on veut et que si on s'en donne les moyens, on peut être souverain. Et donc, j'ai une question sur dans quelle mesure la planification industrielle ou économique peut permettre de redevenir souverain dans des domaines qu'on choisit. Et juste une deuxième question un peu liée à ça, sur quels sont les domaines où on veut être souverain et comment on veut être souverain. Dans quel domaine veut-on être souverain de manière française, souverain de manière européenne ou même de manière franco-allemande. On peut citer ici la défense ou la santé. Donc, comment on veut s'en sortir. Merci. D'ores et déjà, on sent bien que la nation a été reliée à la question de la souveraineté. Ce n'était pas prévu au débat. Qui souhaite commencer à répondre? Bélir? Merci. Alors, certainement pas pour répondre à toutes les questions, mais certaines d'entre elles pour lancer le débat et notamment souligner peut-être quelque chose qui peut paraître évident pour certains, mais qui reste relativement obscur ou ambigu pour d'autres, à savoir cette distinction entre ce qu'on appelle la souveraineté formelle et la souveraineté matérielle. Pourquoi j'évoque cette distinction? Parce que c'est une manière de répondre à ce sentiment de dépossession. L'Union européenne est souvent associée à la dépossession de notre souveraineté à cause des transferts de compétences que la France, en tant qu'État, a décidé en faveur de l'Union européenne. Sauf que, formellement, juridiquement, et du point de vue de la souveraineté formelle, il n'y a pas de dépossession. Nous avons librement accepté, consenti à transférer des compétences, y compris en matière monétaire. C'est-à-dire, si une union monétaire existe, c'est parce qu'on l'a voulu. C'est parce qu'on l'a voulu et donc il y a eu l'expression de notre consentement. Donc il n'y a pas de violation de la souveraineté à travers la création, l'approfondissement de l'Union européenne. Il y a au contraire l'expression de notre souveraineté. Et cette souveraineté, elle s'exprime par des processus, des procédures à la fois politiques, administratives et autres, mais qui, in fine, expriment bel et bien ce qu'on appelle la souveraineté. Et en même temps, il y a ce sentiment qui n'est pas totalement infondé de dépossession. Il traduit en vérité le fait que derrière ces vagues de transfert de compétences, eh bien, notre souveraineté, qui consiste à décider ce qu'on transfère ou pas en faveur de l'Union européenne, eh bien, cette souveraineté ressemble de plus en plus à une coquille vide. C'est-à-dire qu'à force de transférer des compétences, on s'interroge sur ce qui nous reste à décider de manière unilatérale, je dirais. Pourquoi je dis unilatérale? Parce que ce qu'on transfère en faveur de l'Union européenne,
on ne le perd pas de manière définitive, premièrement, et deuxièmement, on ne perd pas la main complètement sur ce qui a été transféré. Seulement, on va décider autrement sur ces matières qu'on a transférées. C'est ce qu'on appelle l'exercice de la souveraineté en commun ou un mode d'exercice en commun de la souveraineté. Non, mais c'est pas la perception qu'en a le plus grand nombre. On a effectivement du mal à faire la pédagogie de cette manière d'exercer le pouvoir qui n'est pas une manière, non pas démocratique, mais classique. C'est en ce sens que l'Union européenne est une chose, est un objet sui generis au sens où il est baroque, il ne ressemble pas au mode d'exercice du pouvoir dans un État classique. Et donc on a du mal à comprendre que derrière l'idée de dépossession de la souveraineté, il y a plus exactement un nouveau mode d'exercice de la souveraineté. Voilà. Donc, voilà peut-être un élément dénégations sur lequel Stéphanie voudrait rebondir. Ouais, je peux. Ouais, peut-être pour rebondir là-dessus et remercier pour les premières questions qui sont très intéressantes. Et déjà, c'est intéressant de voir que beaucoup des questions sont posées directement sur la question européenne, ce qui ne va pas complètement de soi et assez révélateur. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Bélir, je crois que poser la question de la souveraineté en regard justement de cette orientation européenne du débat, ça suppose d'identifier les lieux véritables, les questions véritables sur lesquelles on souhaite faire cet acte de réappropriation. Donc, on peut comprendre que les choses s'exercent désormais en commun, c'est difficile d'en faire la pédagogie. Enfin, il y a quand même quelque chose qui, à mon avis, fait que l'Union européenne nous paraît véritablement comme un problème de ce point de vue. Et c'est que l'Union européenne d'aujourd'hui, du début du XXIe siècle, n'est pas du tout celle des années 80 ou même 90. Qui s'est passé beaucoup de déplacements du centre de gravité du pouvoir. Et la chose qui est très difficile, c'est que... C'est-à-dire, peut-être préciser... Le modèle classique dont parle Bélir, en fait, il ne fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire que là où le pouvoir s'exerce véritablement, c'est dans des angles morts de l'ingénierie institutionnelle, des mécanismes de responsabilité politique ou de reddition des comptes, si on veut parler ainsi. Donc, par exemple, la pente économique, financière du gouvernement européen, depuis plusieurs décennies désormais, s'exerce dans des instances dont on va reparler tout au fil du débat, mais que sont par exemple l'Eurogroupe ou la Banque Centrale Européenne. L'Eurogroupe, c'est une institution qui n'existe pas dans les traités européens. Elle est mentionnée dans un seul article d'un traité européen qui renvoie à un protocole qui lui-même décrit l'Eurogroupe comme une instance informelle. Alors, ça peut paraître technique, je ne vais pas faire ma prof de droit sur les traités européens, mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'une institution qui n'est pas mentionnée dans un traité, par définition, c'est une institution qui n'est pas contrôlée. On ne peut pas organiser le contrôle d'une institution qui n'existe pas, enfin qui est absente. Donc il y a une informalité, par exemple, d'une instance aussi décisionnaire que l'Eurogroupe, dont on a vu le rôle absolument capital dans un certain nombre de moments de gestion de la crise, et notamment de la crise grecque de 2015, pour prendre l'exemple le plus saillant. Mais... Donc ça c'est un vrai problème. Sur la BCE, pour prendre le deuxième exemple, c'est une autre forme d'angle mort, puisque la BCE est construite comme l'institution indépendante du politique, et on peut bien sûr revenir sur les mérites ou les démérites de l'indépendance des banques centrales, mais là encore, du point de vue des conséquences que ça a sur la justiciabilité, sur la possibilité de faire rendre des comptes, eh bien, on s'est ici privé de quelque chose, ou en tout cas, on a placé la Banque centrale dans un espace où elle échappe, en fait, à beaucoup de formes de contrôle. Une chose qui était très frappante, c'est que sur les derniers renouvellements, par exemple, des postes à la BCE, alors même qu'on est dans une situation de crise très profonde, on se rend compte qu'en fait, là où se joue vraiment un des moteurs de l'action économique de l'Europe, en fait, le public n'a aucune information sur qui est candidat, dans quelles conditions. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une orientation, enfin. Donc voilà, il y a cette idée vraiment d'angle mort qui me paraît importante.
vous écoutez tous les deux, je revis un peu les débats absolument abscons qu'on avait traversés en 2005 sur le traité du référendum. Je vais, avant merci à Coralie Delhomme de nous avoir rejoints, hein, il y a eu un petit souci de transport, je vous ai déjà présenté ainsi que vos ouvrages. J'ai envie d'entendre un peu la réaction du public, puisque j'ai vu des regards un peu désapprobateurs, donc je ne sais pas si l'une de vous souhaite s'exprimer avant de céder la parole à nos intervenants. Ah oui, très bien. Alors déjà, merci beaucoup. Et je voudrais réagir à l'intervention de monsieur tout à l'heure. Quand vous évoquiez le fait que le transfert de souveraineté avait été décidé, transfert de compétences avait été décidé, bon, très certes. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué la question de l'Union européenne, donc la question de la souveraineté nationale. Mais est-il possible de faire un transfert de compétences si la souveraineté populaire n'est pas respectée? Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler du fait que ce transfert de compétences a été véritablement décidé après 2005? Est-ce que c'est véritablement encore possible? Non, mais enfin, oui, je rejoins ma camarade là-dessus. Je trouve ça assez étonnant de dire que ça n'est pas un transfert de souveraineté, justement. Moi, je suis persuadée qu'il y a eu transfert de souveraineté à ce moment-là. Si on réfléchit à 2005 puis 2008, ce ne sont pas les mêmes qui ont acté le traité de Lisbonne en 2008, et pour cause, parce que ça ne serait pas passé. On sait très bien que la volonté populaire s'opposait à ce transfert de souveraineté. Bon, vous demandiez des gilets jaunes. Moi, il se trouve que j'ai été beaucoup sur le rond-point de Castelnaudary, dans l'Aude, où je réside. Je peux vous dire que les gilets jaunes ont très bien compris ça, et que, à mon avis, tant que les gens qui s'intéressent à la question européenne et aux questions de souveraineté n'auront pas pris la mesure de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est pas une question de pédagogie. Ils ont très bien compris. De même qu'en 2005, les gens ont lu le traité et ils savaient très bien pourquoi ils n'en voulaient pas. Donc ne parlons pas de pédagogie. La pédagogie, moi je suis prof en collège, la pédagogie c'est pour les enfants. On s'adresse à des citoyens adultes et responsables, et ils ont très bien compris le transfert de souveraineté qui a eu lieu, ils s'y opposent, et la façon dont les Gilets jaunes se sont formés sur les institutions européennes était absolument époustouflant. Voilà. Merci pour cette réaction. Peut-être le point de vue du journaliste, Fabien Escalona. Bonsoir. Merci. Oui. En fait, c'est marrant parce que je pense que je suis invité en partie parce que, pour le coup, dans ce travail de journaliste, pendant la crise sanitaire, j'ai vu refleurir partout ce mot de souveraineté, y compris là où il était un peu honni, quoi. Et tout d'un coup, des écologistes se mettaient à parler de souveraineté. Alors, c'était européenne, pas nationale, fallait pas exagérer, mais on voyait tout le monde s'en emparer, ce qui traduisait quand même ce désir de reprendre le contrôle. C'est aussi le titre du débat. Et effectivement, il y a plein de couches de signification, ce qui rend parfois la discussion un peu compliquée. Je crois que, pour le coup, je suis pas juriste, mais il me semble effectivement si on envisage la souveraineté de l'État, en fait, au niveau étatique, en tant qu'indépendance de l'État, donc au niveau externe, de fait, rien n'interdit. En fait, c'est un pouvoir en dernier ressort, c'est un pouvoir de décision en dernier ressort. Donc, je veux dire, rien n'interdit en soi à la France de dire tout d'un coup je ne veux plus transférer telle ou telle compétence, je me retire de telle ou telle chose que j'ai mise en commun avec les autres dans l'intégration européenne. Après, le coût, évidemment, est énorme, d'où tous les débats et toutes les questions que vous avez soulevées sur comment on résiste quand l'Union européenne ne va pas dans le sens de nos préférences. Après, ce que vous pointez, il me semble, c'est que c'est là où ça vient frotter avec la souveraineté populaire. C'est-à-dire quand on décide que le titulaire de la souveraineté, encore plus que les représentants, encore plus que l'État comme chose impersonnelle, à ce moment-là, c'est le peuple, c'est les citoyens. Et il me semble que là, c'est ce que décrivait aussi, j'essaye de faire le lien en même temps, c'est ce que décrivait aussi Stéphanie Hennette-Vaucher, et qui, à mon avis, est flagrant au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a effectivement transféré des compétences qui sont au cœur, c'est vrai, des fonctions souveraines des États. On parlait de la BCE, la monnaie, quoi, la monnaie. Le contrôle sur la monnaie et sur la finance. Maastricht n'a été approuvé que pour voilà. un point. Et donc,
du moment où une telle fonction est déplacée plus haut, mais on pourrait dire la même chose du marché unique, même si c'est plus complexe que juste une institution qui s'appelle la BCE, mais ça veut dire qu'en fait vous déplacez des fonctions, des décisions à un autre niveau, sauf qu'à cet autre niveau, c'est tout le problème, vous n'avez pas le même écosystème démocratique que vous avez au niveau national, qui n'est évidemment pas parfait au niveau national, il y a plein de choses à dire, mais il existe encore moins au niveau supranational. Et en fait, tout se joue là-dedans. Et donc après, la grande question, ça va être, est-ce qu'on se bat pour recréer cet écosystème au niveau supérieur? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est souhaitable? Si ça ne l'est pas, est-ce qu'on revient au niveau inférieur? Quelles conséquences ça a? Et je pense que c'est là que le débat se situe. Et juste, pardon, je prends une minute de plus parce que quelqu'un avait soulevé la question des différences entre États du Nord et États du Sud. Moi, c'est ça qui m'a le plus intéressé et frappé dans les 10 dernières années de la crise de la zone euro. C'est cette différence, en fait, entre effectivement des États-nations qui ont une histoire longue, qui ont donc des structures différentes, d'un coin à l'autre du continent, qui ont des préférences collectives enracinées dans le temps long différentes, et qui, parce que justement il y a ce marché unique, cette monnaie unique, tout d'un coup, en fait, ces préférences se trouvent comprimées. Et c'est très compliqué parce qu'elles sont comprimées pour des raisons institutionnelles. Donc jusqu'où ça tient en violentant d'une certaine manière les aspirations populaires. Coralie Delhomme, peut-être une réaction à ce stade sur la question de la souveraineté par rapport à l'Union européenne? Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit pour avoir discuté avec pas mal de gens de ça. Je pense effectivement que les gens ne sont pas dans la méconnaissance, n'ont pas besoin de pédagogie. En réalité, à un moment, il s'est passé la rupture de 2005. Il y a eu ce référendum qui a été violé et je pense en réalité que personne ne l'a oublié parce que c'est quelque chose qui revient de manière permanente. Et il y a eu à ce moment-là un véritable divorce qui s'est produit entre les Français et la classe politique et qu'on n'a plus jamais réussi. On n'a plus jamais réussi à recolmater la brèche, quoi. Par rapport à ce qui a été dit au sujet des transferts de compétences ou de souveraineté, je pense, moi, pour le coup, que ce sont des véritables renoncements de souveraineté qui ont été opérés au profit d'entités qui sont des entités techniques et qui sont aujourd'hui à la manœuvre dans des domaines politiques. Donc, on a la BCE, ça a été dit, qui est la seule entité à avoir la main sur un instrument majeur de souveraineté qui est la monnaie. Et à la faveur de sa capacité à manipuler la monnaie, elle s'est considérablement politisée. Aujourd'hui, le patron de la BCE, c'est une figure politique majeure en Europe. Et on a vu, notamment au moment de la crise grecque, que cette entité était capable véritablement d'avoir presque une action diplomatique, en fait, parce que la BCE, au moment où Syriza est arrivé au pouvoir en Grèce, elle était la seule à avoir les moyens techniques de mettre la pression sur ce gouvernement, et c'est elle, à la faveur d'un certain nombre de décisions qu'elle a prises, main dans la main avec l'Eurogroupe, qui a conduit la Grèce à la capitulation. En gros, la BCE a choisi de sans arrêt conditionner le refinancement des banques grecques à des capitulations successives, en fait. Donc, elle était la seule entité à pouvoir faire ça, parce qu'elle a la maîtrise de la monnaie. Et c'est avec ces banques au bord de l'effondrement que Tsipras a fini par capituler. Voilà. Mais il n'y a pas que la BCE, il y a d'autres entités, il y a la Commission, il y a la Cour de justice aussi. La Cour de justice qui est une entité, qui est aussi une Cour de justice fédérale qui émet des jurisprudences qui sont très méconnues également et dont on parle très peu et qui ont des conséquences énormes. Il y a eu toute une série de jurisprudences dans les années 2007-2008, les arrêts Viking, Laval, Commission contre Luxembourg, qui ont été une succession d'arrêts qui ont systématiquement favorisé les libertés économiques, c'est-à-dire les libertés des entreprises, et défavorisé les salariés, pris systématiquement le parti des libertés économiques contre les libertés syndicales, contre les droits syndicaux, contre le droit de grève, etc. Donc ce sont des jurisprudences qui s'imposent ensuite à tous,
qui sont très méconnus du public, en fait. Et cette cour, c'est véritablement une cour fédérale. Donc, c'est du fédéralisme de fait, en fait. La BCE est une banque centrale fédérale de fait, même s'il n'y a pas eu de sceau fédéral. Et la Cour de justice, de fait, est une cour fédérale, quand bien même on n'a pas fondé un État fédéral européen. Donc, c'est là qu'il y a un hiatus, en fait. C'est du fédéralisme furtif, c'est du fédéralisme de fait, non dit et partiel. Partiel, parce que les États nationaux continuent malgré tout à exister, et il y a une répartition comme ça qui se fait des compétences entre les États et les entités européennes, les indépendantes européennes qui, elles, ont surtout des compétences dans le domaine de l'économie, et les États se sont véritablement rendus impuissants volontairement dans le domaine de l'économie, de la monnaie, du budget, de la politique commerciale, de la politique industrielle, etc. Donc il ne reste plus grand-chose dans les mains des États pour conduire une politique économique. Il leur reste la fiscalité et il leur reste le fait de tailler sans cesse plus dans le coût du travail. Devenir compétitif en abaissant sans cesse plus le coût du travail. Voilà à quoi on a limité notre marge de manœuvre dans le domaine de l'économie. Merci. Je rappelle que parmi les éléments de dépossession de la souveraineté, il y a aussi les lobbies, les grands groupes, ou les logiques de financiarisation de l'économie qui ont désubstantialisé, si je puis dire, la souveraineté populaire. Emmanuel Morel, une réaction à ce stade ? Oui, je vais quand même essayer de répondre aux questions qui ont été posées, puisque l'idée c'est que les interventions structurent le débat. Mais je suis surpris, enfin, non pas surpris en fait, mais le débat c'est quand même sur la souveraineté en général, c'est-à-dire ce sentiment de dépossession dont tu parlais au début, d'où d'ailleurs le titre un peu surprenant, le redevenir souverain, comme s'il y avait un âge d'or de la souveraineté, où le peuple décidait. Les choses sont un petit peu plus compliquées. Mais c'est intéressant qu'on se focalise exclusivement sur l'Europe, c'est-à-dire qu'on interroge la question de la souveraineté nationale, et qu'on n'ait pas parlé, pour l'instant en tout cas, de la souveraineté populaire, c'est-à-dire y compris chez nous, parce que dans le mouvement des Gilets jaunes dont parlait Manon Le Breton, il y a aussi la question de la souveraineté populaire chez nous, c'est-à-dire le sentiment de dépossession par rapport à nos propres institutions et nos propres dirigeants. Et on pourrait parler de la souveraineté numérique, en effet c'est un sujet colossal, le rapport aux multinationales qui sont bien plus puissants que les institutions européennes dans bien des domaines. Bref, c'est quelque chose de très protéiforme et très complexe, et on s'est focalisé sur l'Europe. Mais moi je voudrais dire juste une chose peut-être pour commencer, parce qu'en réalité, là on est vraiment sur la coïncidence entre les questions économiques et les questions politiques, et il y a un début à ça. Le début à ça, c'est la révolution néolibérale dans les années 80, et c'est marrant parce que Thatcher théorise à la fois un impératif économique, le démantèlement de l'État, l'extension de la société de marché, mais elle dit aussi quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue de la souveraineté, c'est la théorisation du TINA. Il n'y a pas d'alternative. Et ce qui exaspère aujourd'hui les gens, et ce qui fait que la souveraineté redevient complètement au premier plan, c'est ce sentiment insupportable qu'il n'y a plus de choix. Et y compris que dans notre propre pays, parce que j'en reviens à la France, l'alternance n'est pas une succession de choix différents. On est d'accord quand même sur l'essentiel et on se bat sur l'accessoire. C'est-à-dire l'essentiel, les questions économiques et sociales, les gouvernements se succèdent et en réalité la politique n'est pas radicalement différente. Et c'est ça qui crée l'exaspération plus populaire, la colère, contre aussi, parce que le paradoxe c'est qu'on pourrait dire que les peuples aspirent de plus en plus à la souveraineté, là où les élites dirigeantes ont abdiqué depuis longtemps. Et je ne sais plus qui parlait de la trahison des clercs. Ben, c'est exactement ça. C'est que se crée une fracture douloureuse entre une partie des élites qui en réalité a renoncé. Et là, j'en reviens, le monsieur qui parlait de la question de la souveraineté industrielle, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, clairement, les dirigeants français, contrairement à d'autres dirigeants en Europe, et là, c'est pas la faute de l'Europe, c'est aussi la faute des dirigeants français, qui ont clairement fait le choix d'abandonner le génie industriel français, qui était pourtant très fort, avec des ingénieurs de très grande qualité, des territoires qui avaient des savoir-faire formidables. Il y a des décisions politiques qui sont faites par faiblesse, par complaisance, par résignation,
et qui engendre la situation qu'on a connue au moment de la crise du Covid, c'est que tout d'un coup, on s'est rendu compte que dans bien des domaines, on n'était plus du tout autonome, indépendant, pour des productions, y compris évidentes, de première nécessité. Donc je reviens là-dessus parce que le sentiment de dépossession, c'est pas que l'Europe, mais c'est évidemment aussi l'Europe, mais peut-être pour une raison simple, hein, c'est que généralement, quand même, qui dit souveraineté dit peuple. Il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples européens qui collaborent, qui coexistent, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen. Et il y a même, et ça c'est le parlementaire européen qui vous le dit, c'est même parfois très difficile de trouver un intérêt général européen. Or l'intérêt général, c'est fondamental. Parce que la vérité, c'est que l'Union européenne, quelle que soit sa forme juridique, fédération d'États-nations, construction sui generis, comme vous avez dit, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts quand même divergents, contradictoires. Et on le voit à chaque débat, on l'a vu récemment encore sur le plan de relance. Et à partir du moment où il n'y a pas de peuple, pas d'intérêt général, c'est compliqué quand même le rapport à la souveraineté. D'autant plus que, et là c'est là où moi j'en veux le plus aux dirigeants européens, il n'y a pas non plus de volonté d'indépendance. Parce qu'au moins on pourrait se mettre d'accord entre Européens pour dire, il y a une chose qu'on peut construire ensemble, c'est l'autonomie par rapport aux autres grandes puissances. La Chine, les États-Unis, les pays émergents. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Parce que, par exemple, dans le domaine militaire, il y a quand même l'OTAN, la persistance de l'OTAN et la volonté d'une grande partie des pays de l'Est de rester dans l'OTAN. Et donc là, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas d'autonomie. Donc ça interroge le rapport à la souveraineté. Mais c'est le cas aussi dans la politique commerciale. Je reviens parce que ça a été plusieurs fois posé par les gens. J'essaie d'être obéissant par rapport au déroulé. La politique commerciale, de ce point de vue-là, c'est extraordinaire. On a une Union européenne qui communie dans le dogme du libre-échange, qui signe des accords en effet à tire-larigot, des accords qui s'appliquent de façon provisoire, même quand les parlements nationaux ont voté contre. Parce que là, aujourd'hui, il y a un problème concret, le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Le Parlement chypriote a voté contre au mois de juillet. Eh bien, il s'applique quand même parce que dans le traité, il y a une clause, c'est l'application provisoire, qui fait que le CETA continue d'être appliqué alors qu'il y a un Parlement national qui a voté contre. De la même façon, la Commission a validé l'accord sur le Mercosur avec l'Amérique du Sud, et vous avez déjà plusieurs États qui disent qu'ils n'en veulent pas. Mais comme il y a cette logique de l'application provisoire, eh bien, ça continue comme ça, business as usual, alors qu'on est confronté à une crise d'une ampleur inédite qui nous oblige à revoir notre politique commerciale, qui nous oblige à revoir notre politique industrielle, qui nous oblige à revoir notre politique budgétaire. Donc, pour répondre à la dernière aux questions, juste très rapidement. Notamment à celle qui venait de là-bas, de la réindustrialisation, Oui. la relocalisation. Je reviens pas sur tout ce que les gens ont dit, 2005, la Grèce, ça paraît évident. La Grèce étant quand même, à mon avis, le point culminant. Moi, je l'ai vécu en tant que député européen quand Tsipras est venu et qui s'est fait traité comme un enfant, je ne sais plus qui parlait, je crois que c'est toi, qui a été traité comme un enfant par les dirigeants allemands, par les présidents de groupe, qui lui parlaient comme si c'était un adolescent turbulent avec des trucs, même les Verts, je me souviens les Verts allemands, qui lui disaient « Oui, mais vous, les peuples du Sud, vous êtes incroyablement dispendieux, vous ne savez pas gérer une économie, et vos seules ressources, c'est le tourisme. » C'était terrible, quoi. Et le peuple a voté à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il y avait ce mépris de la souveraineté populaire qui a créé, chez moi, une colère mais immense, d'autant plus que Juncker, à ce moment-là, a sorti sa fameuse phrase « La démocratie s'arrête là où commencent les traités ». Alors, c'était pas exactement exprimé comme ça, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'à un moment, la construction européenne, c'était cette conception disciplinaire, évidemment, qui ne peut que révolter les gens. C'est pour ça que, naturellement, vous avez parlé d'Europe. Sur les politiques industrielles, on a carrément les moyens de notre indépendance. Mais pour ça, il faut prendre des décisions radicales, et notamment sur un des effets les plus négatifs de la mondialisation néolibérale, c'est des chaînes de valeur très complexes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au nom de la poursuite du moindre coût, eh bien, vous avez des produits qui partent de Chine, qui passent au Maroc, qui reviennent après en Asie, qui retournent en Tchécoslovaquie et qui à la fin finissent sur le marché français ou allemand. Le problème, c'est dès qu'il y a une merde, genre Covid, et ben là, on a une production qui est totalement arrêtée et les gens se regardent en disant bah merde, on ne sait pas faire ça chez nous. Donc il faut simplifier les chaînes de valeur. Merci. Et il faut les diversifier aussi et pas seulement se tourner vers l'Asie, par exemple, en ce qui concerne la production industrielle. Alors avant de recéder la parole au public, Bélir souhaitait réagir.
Oui, simplement pour dire que j'avais l'impression qu'on était au cœur du problème à travers nos différentes réponses, à savoir qu'il y a une vraie distinction à faire entre le titulaire de la souveraineté, le peuple, et nos représentants. Je veux dire par là que lorsque le précédent historique de 2005 a été cité, légitimement, est-ce que pour autant le traité de Lisbonne était illégitime ou illégal? Même d'un point de vue de la souveraineté, ça se discute. Certes, il y a eu un référendum, mais ce qu'a décidé le peuple ou leurs représentants à un moment donné peut être contredit. La loi peut être défaite également. Tout ça pour dire qu'il y a un décalage entre la volonté du peuple et la volonté des représentants. Et ce décalage explique parfois aussi le décalage entre une espèce de volontarisme pro-européen exprimé par nos élites et la défiance qui s'exprime au niveau des peuples. Moi, la solution technique et politique que j'identifie a priori, c'est l'instrument référendaire en vérité. C'est l'instrument référendaire. À un moment donné, il y a toujours un décalage quasi systématique sur les grandes questions, avec cette réalité et ce sentiment de dépossession de la décision politique, dépossession du peuple, comme titulaire de la souveraineté. Et à mon avis, pour crever l'abcès d'une certaine manière, pour lutter contre ce sentiment de dépossession, on n'aura pas le choix. Il va falloir renouer avec l'instrument référendaire, en dépit d'un certain nombre de précédents historiques. Et là, je m'inscris dans la longue histoire de la France, et parce qu'il y a une défiance aussi par rapport au référendum. Alors je sais que le RIC a rejailli, a fait irruption au moment des Gilets jaunes, mais il faut savoir qu'en France, il y a aussi une défiance par rapport à l'instrument référendaire, parce que ça a été souvent instrumentalisé comme un instrument plébiscitaire, etc. Mais tout ça, vous le savez. Mais si on arrive à dépasser ce passé, il y a peut-être là une redécouverte de l'instrument référendaire pour précisément renouer la relation entre le peuple souverain et l'intégration européenne. Sinon, on aura toujours ce sentiment que l'intégration, finalement, est une affaire de représentants qui eux-mêmes pâtissent d'un déficit de confiance de leur propre peuple et donc d'un déficit de légitimité. Merci. Peut-être, allez-y. Oui, moi j'avais une question. Est-ce qu'il existerait une souveraineté territoriale, j'entends, repenser éventuellement de la souveraineté à l'échelle d'un bassin économique, d'une ville, d'une région, d'un département? Parce que là, on parle beaucoup de l'échelon national, de l'échelon européen, et je me dis qu'effectivement, parfois, on peut avoir une souveraineté, comme on parlait des Gilets jaunes, voilà, à l'échelle du citoyen. Donc, est-ce que ce serait effectivement quelque chose qui pourrait être envisagé? Merci. D'autres questions, peut-être? Je sais que sur Zoom, beaucoup se sont exprimés. Ah, madame. J'attends que la personne qui était préposée là revienne. Merci. Alors moi, je voudrais aller un petit peu à contre-courant et me faire un petit peu l'avocat du diable. Parce qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas de peuple européen. Je suis bien d'accord. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a quand même un peuple européen qui est une élite cosmopolite. Et dans le prolongement... étant donné la crise du Covid, on a vu quand même un minimum de mobilisation pour un budget aussi minimum. Et je me demande, puisque je suis une militante pour la défense des services publics, à mon avis, c'est déjà le début d'un service public, ça. Je veux dire, la cotisation des États dans une caisse de compensation qui va redistribuer en fonction des besoins des nations. Et moi, je suis... voilà, je veux bien... ce que je veux dire, c'est que plutôt que d'être négatif, est-ce qu'il n'y a pas une construction à faire, à continuer, pour que l'Europe soit plus intégrée, plutôt que de se séparer des autres? Alors, on va lire plusieurs questions qui ont été émises sur Zoom. Donc, allez-y. On a une question, oui, c'est quelles sont les limites de la souveraineté de la France au sein de l'Union européenne? C'est la seule?
D'accord. Merci. Oui, bonjour. Puisque ces questions de souveraineté et surtout la question monétaire, c'est sur ce sujet que va porter ma question, nous taraude depuis des années à gauche. Ma question est la suivante. Est-ce que une politique monétaire de gauche, je me place dans une perspective éventuellement de sortie de l'euro, c'est nécessairement une politique de dévaluation? Ça veut dire, est-ce que le seul imaginaire de la gauche en matière de politique monétaire, c'est la dévaluation? Et est-ce qu'on pense qu'électoralement, c'est rentable? Parce qu'on est aussi là, nous sommes un collectif politique dans notre diversité. Je pense qu'on garde la perspective de vouloir retourner au pouvoir. Donc, est-ce que c'est électoralement rentable de dire on va dévaluer? Au niveau national, donc. Ce qui supposerait une sortie du... D'accord, très bien. D'autres questions avant que je redonne la parole aux intervenants? Bon, du coup, on va faire en ordre inversé. Tu veux répondre en premier? Donc, la question de la souveraineté, ses limites de Zoom, la question du référendum sur un bassin particulier, c'est du BCE, et la dame sur la capacité de l'Union européenne à imaginer des dispositifs solidaires ou solitaires, en tout cas de services publics. Sur la politique monétaire, prenons le choix de la sortie de l'euro, la dévaluation n'aura pas le choix. Donc pour une raison simple, c'est que si on sort de l'euro, si la France décide de sortir de l'euro, et moi j'ai un rapport laïque à la monnaie, c'est quelque chose dont on peut discuter, mais de toute façon, dans le système tel qu'il est aujourd'hui, il y aura une attaque puissante des marchés, et la dévaluation, elle sera inévitable. Alors, moi je pense que ce qu'il faut dévaluer, c'est plutôt l'euro. C'est-à-dire qu'il faut un euro qui soit plus faible. Pour notamment la compétitivité industrielle. Mais ça, le problème, c'est que il faut en convaincre nos partenaires, et notamment nos partenaires allemands. Et c'est là qu'il y a la question du rapport de force. Sur la BCE, je voudrais être un peu iconoclaste. C'est que la vérité quand même, si on regarde la politique de la BCE dans les 18 derniers mois, sous la présidence de Mario Draghi, il a mené une politique monétaire expansionniste. Il faut quand même dire la vérité. D'ailleurs, il s'est affronté aux Allemands, aux Néerlandais, aux Finlandais, enfin à ceux qui, évidemment, ne supportent pas ça. Il y a quand même une politique de rachat d'actifs, de dette souveraine qui a été massive. Donc, quel est le problème sur la BCE? On le sait tous, c'est que dans ses statuts, il est clairement marqué qu'elle a pour unique fonction de lutter contre l'inflation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. D'ailleurs, vous remarquez que alors même qu'elle a mené une politique monétaire expansionniste, il n'y a toujours pas d'inflation. Donc il est temps de sortir de ce qui est en réalité un dogme absolu, qui n'a rien à voir avec la réalité sur la question de l'inflation. La deuxième chose, c'était... Oui, alors moi, la souveraineté territoriale, j'avoue que j'ai un peu de mal, mais c'est peut-être mon côté... Je suis assez attaché au caractère indivisible de la République. Donc, et d'ailleurs... Les référendums locaux, non. Non, mais ça, c'est autre chose. La participation citoyenne, m'en parlait de souveraineté territoriale. Donc, évidemment que je suis pour la participation citoyenne, des référendums locaux, tout ce que tu veux, mais par contre, quand même, je pense que la souveraineté s'exerce d'abord au niveau de l'État-nation. Et surtout, je vous invite quand même à être vigilant sur ce point, c'est qu'on va avoir un très gros débat avec Macron dans les mois qui viennent, précisément sur cette question du droit à la différenciation des collectivités. Parce que dans son discours, pour ceux qui ont eu l'oreille un peu attentive, c'est de ça dont il parle. C'est-à-dire remettre en cause le caractère indivisible de la République. Donc là, en tant que militant de gauche, on va avoir une baston très dure, parce que ça a toujours été le fantasme des libéraux. Ça a commencé avec Jospin. Enfin, Jospin n'a pas... droit à l'expérimentation. L'expérimentation, c'est pas la différenciation, c'est pas exactement pareil quand même. Hein. Bon, et puis surtout Jospin, on va pas l'attaquer en ce moment, qu'il essaye de rassembler les morceaux. Et il fait une tribune, tout le monde est content. Enfin, franchement, c'est quand même, c'est rare quand même que du PS à Mélenchon, tout le monde aille dans le même sens. Donc, soyons respectueux de Jospin au moins pour les deux semaines qui viennent. Quoi. Il nous a fait du bien. La troisième question, c'était... C'était quoi? Alors, il y avait la question de la sortie monétaire, des référendums locaux, me semble-t-il. Service public européen, oui.
Alors là, le problème sur les services publics, il y en a deux. D'abord, nous n'avons pas tous, et j'en reviens à la différence des cultures politiques, nous n'avons pas tous la même idée de ce que c'est qu'un service public. Et c'est là d'ailleurs qu'on se rend compte que l'Union européenne, il y a les partis politiques, mais il y a aussi les cultures politiques nationales. Quand vous parlez à un socialiste laiton d'un service public, pour lui, service public, c'est l'URSS. Enfin, c'est ce qu'il a vécu. Donc, il sera certainement moins à gauche de notre point de vue qu'un gars qui vient de l'UMP français, mais qui voit à peu près ce que c'est qu'un service public. Le train, enfin, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le train, le transport, etc. etc. Donc, et puis la deuxième chose, c'est que, de fait, les traités, là, si on prend à la lettre les traités, vont à l'encontre de la Constitution de service public européen, puisque on peut dire que la sainte trinité des traités européens, c'est quand même, il y a le libre-échange, il y a l'austérité budgétaire, et puis il y a quand même la concurrence libre et non faussée. La concurrence libre et non faussée, par définition, ça va à l'encontre de l'idée même que nous faisons de service public. Donc il faudra mener un rapport de force brutal, violent, qui passe, et j'en reviens à ta question à laquelle je n'avais pas répondu au début, tu parlais de la chaise vide, je sais pas si, en tout cas ça passe par de la désobéissance. Moi j'ai toujours pensé, d'ailleurs certains le font. Les Allemands, sur le CICE, on n'aurait pas pu désobéir. Hein ? Sur la distribution du CICE, sur la conditionnalité. Évidemment, non mais ça, alors là pour le coup, quand il s'agit de désobéir, les autres ils se gênent pas. Les Allemands par exemple, qui sont des grands donneurs de leçons, qui nous invitent à respecter les traités à la rigueur, ils désobéissent constamment. Par exemple, eux, quand dans le cadre de la commande publique, ils réservent une partie de leur marché public à des entreprises locales. Mais nous, c'est parce que, attendez, quand même, on a des dirigeants français, d'abord qui ont abandonné le terrain européen, qui se foutent complètement de ce qui se passe à Bruxelles. Quand je vois le nombre de représentants de l'Allemagne ou de l'Italie en Europe, et quand je vois le nombre de ministres des Affaires européennes françaises, c'est-à-dire un tous les 18 mois, qui n'a même pas le temps de s'installer, qui s'en va déjà, il n'y a pas de continuité de la politique européenne, il ne faut pas sans arrêt montrer Bruxelles du doigt. Il y a une responsabilité de la France qui est colossale, et depuis plusieurs gouvernements. Et ça s'est incroyablement détérioré sous François Hollande. Ça, c'est vrai. Mais ça continue après. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a le refus de mener le rapport de force et le refus de désobéir, y compris sur des choses... parce que qu'est-ce qu'on risque ? On risque un arrêt de la Cour de justice européenne. Wow. On risque une amende. Ah ouais, une amende. Bon, on la paye pas. Je dirais à un moment quand même. Non, mais c'est vrai. Il y a d'autres pays qui se gênent pas. Mais nous, pour une raison que j'ignore, sauf peut-être pour ceux qui ont vu le film de Costa Gavras, là, Adults in the Room, à un moment, il y a le gars qui joue le rôle de Sapin qui dit « Ah, mais tu comprends, la France n'est plus ce qu'elle était. » Je pense qu'il y a une intériorisation chez les élites françaises, les élites technocratiques françaises, complètement imbibées d'idéologie néolibérale, que la France n'est plus ce qu'elle était, donc elle ne peut pas construire un rapport de force face notamment à l'Allemagne. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il suffirait à un moment qu'on ait un gouvernement digne de ce nom qui dise nous, on veut se faire respecter au même titre que les autres, au même titre notamment que nos partenaires allemands, pour que ça change. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Hein. Je veux dire, il n'y a absolument rien. C'est pour ça que je sais ce que disait la camarade tout à l'heure. Il n'y a rien qui s'oppose à un moment à ce qu'il y ait des politiques alternatives qui se mettent en place. Merci. On va... Fabien Scalona. Il y avait une question sur les limites de la souveraineté, je pense, qui avait été posée sur Zoom. Il n'a pas encore trouvé de réponse, mais peut-être qu'on va laisser les juristes sur cette question, mais on va conserver l'ordre inversé. Déjà, je suis désolé pour Lionel Jospin, mais je publie ce soir une critique de son livre. Donc je vais pas, voilà, mais ça c'est normal. Ça c'est pas bien. Voilà, on est obligé de faire du mauvais esprit. Il a déjà lu. Non, mais sur l'aspect local, je suis assez d'accord. Je pense qu'il n'y a rien qui s'oppose aux libertés locales. Après tout, même les Jacobins n'étaient pas contre les libertés locales. Ce qui me semble important, c'est au niveau local, justement, d'assurer aussi des capacités d'autonomie. Quand on voit les désastres écologiques qui sont en cours et qui nous menacent, il y a un vrai enjeu qui repose là-dessus, sur les ressources et les autonomies qu'on a au plan local. Mais ça, c'est pas de la souveraineté. La souveraineté, comme je disais tout à l'heure, c'est un principe juridique d'autorité de dernier ressort. Ça se partage pas, ça se met pas en 1000 morceaux. Quand on dit je veux de la souveraineté locale, plus française, plus européenne, plus mondiale, plus cosmopolite, pour moi, ça veut rien dire, ou alors utilisons un autre mot. Mais j'insiste un peu sur cet aspect quand même d'autonomie, parce que
moi, justement, pendant le confinement et un peu ces incantations à la souveraineté, il y a un truc qui m'a un peu gêné. Moi, j'ai rien contre, en l'occurrence, d'idéologie contre l'État, mais il y avait un peu une sorte de... Tout le monde se réfugiait un peu dans l'État, comme une sorte de doudou. On disait, ah bah ça y est, enfin le retour de l'État, comme des fois on a enfin le retour du keynésianisme et tout. Bon, mais en fait, l'État a participé aussi du cours néolibéral. Donc attention à pas se réfugier dans une sorte de néodirigisme qui serait un peu une sorte d'abandon, quoi. L'important, comme on l'a dit, comme ça a été rappelé, c'est la souveraineté populaire, et elle, effectivement, elle peut se décliner de différentes manières selon les échelles de gouvernement. Et enfin, deuxième petite remarque sur la question de la dévaluation. Effectivement, ça fait pas un idéal de vie, la dévaluation, mais je crois que le plus important, au fond, n'est pas là, surtout pour la France en l'occurrence, pas le pays qui a sans doute le plus besoin d'évaluer aujourd'hui par rapport à d'autres pays du Sud. En revanche, le vrai enjeu, et peut-être que ça, on va en parler avec une des deux propositions là qui était soumise par l'atelier et qui concerne la BCE, le vrai enjeu, c'est le pilotage du crédit. C'est comment on flèche la création monétaire. Est-ce qu'on la drive, pardon de parler franglais, est-ce qu'on la canalise vers les marchés financiers, vers des entreprises sans conditionnalité, ou est-ce qu'on la canalise vers de l'investissement public, précisément sur les aspects les plus importants du moment, c'est-à-dire les enjeux écologiques. Et là, on est au cœur de la souveraineté monétaire. Et donc, si on se place à ce niveau-là, c'est là où c'est intéressant de retrouver de la souveraineté monétaire. Je ne sais pas si c'est la vraie voie de le retourner au niveau national. Hein, vaste. Faut garder les cartouches pour. Voilà, vaste débat. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça le plus important, plutôt que est-ce qu'on va faire des dévaluations compétitives les uns contre les autres, quoi. La vraie question, c'est reprendre la main sur cette fonction essentielle qu'est la monnaie pour transformer la façon dont on organise les activités productives sur une zone donnée. Merci. Coralie Delhomme. Oui, alors je refais le tour des trois questions. Sur la souveraineté locale, moi, j'ai rien à rajouter. De la participation au niveau local autant qu'on veut. Je pense que les gens sont très attachés au niveau de leur commune, notamment. Mais c'est pas de la souveraineté, c'est de la démocratie locale, mais c'est pas de la souveraineté. Et puis je me méfie aussi un peu du débat qui va avoir lieu là sur la différenciation entre les territoires. Moi, je pense que c'est la porte ouverte à tous les types d'inégalités. C'est quand même l'État qui est le garant de la péréquation entre les territoires, du fait que les services publics sont bien... Très imparfaite, ça c'est certain. Et il y a énormément de territoires dont les services publics disparaissent, etc. Mais c'est quand même au niveau de l'État qu'on peut s'assurer qu'il y a une présence des services publics partout, ce qui n'est hélas plus le cas. Voilà. Et ça a été dit. Concernant la monnaie, le problème de la dévaluation de l'euro, en fait, c'est qu'il y a des différentiels de compétitivité énormes entre des pays comme l'Allemagne, par exemple, et un pays comme la Grèce. La Grèce, faudra bien un jour ou l'autre qu'elle recouvre sa monnaie parce qu'elle est en train de crever à petit feu. C'est un pays qui est en train de crever à petit feu, qui va très mal. Et là, en plus, avec la crise du Covid, elle vient de se voir passer sous le nez toutes ces recettes du tourisme qui était quasiment l'activité qui la faisait encore garder la tête hors de l'eau. Donc je ne sais pas du tout. En plus, c'est un pays qui a une dette publique insoutenable. Et ça, tout le monde le sait. Hein, le FMI l'a écrit dans plusieurs rapports, etc. Donc il y a un certain nombre de pays qui pourront vraisemblablement pas rester ad vitam dans l'euro, sous peine d'y crever véritablement. Après, s'agissant de la sortie, c'est quand même quelque chose de très compliqué parce que il est vrai aussi que si un pays comme la Grèce sortait, je pense que l'euro pourrait survivre. Si un pays comme l'Italie ou comme la France se met à vouloir sortir, ce sera l'explosion, à mon avis. L'euro sans la France, c'est pour ainsi dire la France qui a initié la création de l'euro. Au départ, les Allemands, et notamment le banquier central allemand de l'époque, s'y est opposé de toutes ses forces. Parce qu'il savait ce qui allait advenir et ce qui est advenu. C'est-à-dire qu'au départ, on a mené une politique monétaire à l'allemande, et puis que c'est devenu tellement insoutenable pour un certain nombre de pays, et notamment pour les pays du Sud, que effectivement, la Banque Centrale Européenne a dû complètement changer sa politique monétaire, et aujourd'hui, elle mène une politique monétaire qui est considérée par un certain nombre de pays comme laxiste.
Et ça les met dans un inconfort moral, les Allemands notamment, total, quoi. Et on a vu, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était au printemps, un arrêt de la Cour constitutionnelle allemande qui s'insurgeait contre les politiques monétaires qui sont actuellement menées par la BCE. Donc, il y a des tensions aussi au sein de la BCE entre les différents banquiers centraux, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes besoins en termes de politique monétaire. En termes de taux de change, en termes de taux d'intérêt pratiqués par la Banque centrale, etc. Donc comment on résout ça, sachant qu'en même temps, j'ai bien conscience que le détricotage de l'euro, ce serait un très grand choc, en fait, un très grand choc économique. Bon, on peut aller, effectivement, comme l'a dit Emmanuel Morel, au rapport de force avec l'Allemagne. Est-ce que l'euro, la sortie de l'euro n'est pas un exutoire aussi pour les peuples ? Je pense qu'il faut instaurer ce rapport de force avec l'Allemagne et avec sa zone d'influence immédiate, les Pays-Bas, l'Autriche, etc. On y va et on voit. Moi, je pense que pour l'instant, le marché unique, tel qu'il fonctionne, avec la liberté de circulation des capitaux, la liberté de circulation des travailleurs, a considérablement servi l'économie allemande. L'euro a servi l'économie allemande, elle a servi sa compétitivité parce que cette monnaie est sous-évaluée pour le niveau de l'économie allemande. Voilà. L'élargissement à l'Est a servi l'économie allemande parce qu'il lui a permis de pratiquer des délocalisations de proximité à l'Est. Donc les Allemands font fabriquer un certain nombre de sous-ensembles à l'Est, ils rapatrient ça en Allemagne, ils montent ça chez eux, ils l'exportent, ça fait du made in Germany à pas cher. Voilà. Donc les Allemands ont considérablement et leurs proches périphéries bénéficier de l'état des choses tel qu'il est. À partir du moment où on engage avec eux un bras de fer, et à partir du moment où ils sentiront qu'ils n'ont plus tout à fait la main sur les choses, je ne suis pas complètement convaincue qu'eux souhaiteront continuer à jouer. Voilà. Ça, on verra. Voilà. Donc il faut le faire. Je suis d'accord avec ça, il faut le faire. Voilà. Merci. On va peut-être passer la parole à Stéphanie Vaucher pour quelques mots. Ouais, très brièvement, je voulais... Enfin, il me semble que dans la discussion, où il se dit beaucoup de choses très intéressantes, on ne parle pas toujours exactement au même niveau. Enfin, si on essaye d'entrer sur la question de la souveraineté, il y a évidemment la question de savoir qui décide, ou est-ce qu'on peut décider, est-ce que telle entité est souveraine au sens elle peut prendre des décisions. Et bon, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit par rapport à la question de la souveraineté territoriale, qui en ce sens, voilà, on peut peut-être prendre des décisions, mais la souveraineté, c'est aussi, ça va au-delà de ça. Enfin, la notion de souveraineté territoriale peut être problématique de ce point de vue. Mais je voudrais revenir sur une autre dimension de la souveraineté, qui est la dimension du contrôle, c'est-à-dire comment garantir que l'instance détentrice de la souveraineté, le démos, et le sentiment de pouvoir toujours exercer un contrôle. C'est-à-dire dans le cas où une politique, fût-ce une politique que j'ai déléguée, que j'ai souverainement déléguée précisément à des entités supranationales ou autres, comment je garde le contrôle, comment je reprends le contrôle au moment où cette politique est exercée d'une manière qui ne me convient pas. Et on a beaucoup parlé, évidemment, de la crise financière. Et là, il s'est passé des choses. Alors, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que le pouvoir se niche dans des endroits où on n'arrive pas à l'attraper, où on n'arrive pas à le contrôler, qu'est-ce qui se passe avec la crise financière ? C'est-à-dire, non seulement il y a tout le tournant austéritaire qu'on a dénoncé, mais concrètement, dans les formes, l'Union européenne a contourné ses propres règles. C'est-à-dire que c'est même pas le traité qui s'est appliqué, on a fait des nouveaux traités qui sont d'ailleurs pas des traités Union européenne, qui sont des traités internationaux pour la stabilité, la gouvernance, sur le mécanisme européen de stabilité, etc. On contourne. On n'ose plus passer devant le peuple. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça, oui. disons-le. Mais alors, ça c'est un exemple qu'on a tous en mémoire parce que la question austéritaire, elle est évidemment, et à juste titre, tout à fait centrale dans les débats sur l'Europe et la souveraineté, mais en fait il y a énormément de sujets sur lesquels ça se passe de la même manière. Peut-être certains d'entre vous avaient prêté attention par exemple à la gestion par l'Europe de la crise migratoire, mais là de la même manière. Je veux dire, il y a, depuis qu'il y a des compétences en matière d'asile, de frontières, etc., qui peuvent être exercées à l'échelle européenne, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent. Crise migratoire, alors avec des guillemets pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir, qu'est-ce qui se passe ?
on crée des hotspots sans aucune base juridique et on régularise seulement a posteriori. On crée des procédures qui n'existent pas du tout, enfin qui sont des contournements, là encore, du droit européen. Exemple, l'accord UE-Turquie sur l'immigration. Et cerise sur le gâteau, on n'a déjà pas de prise politique et démocratique sur ces politiques, et notamment à cause de ce contournement, de ces effets de niche, mais on n'a même pas de contrôle juridique. La dépossession est totale. La sauvegarde de dernier étage, si on peut même plus... si on a du mal à exercer le pouvoir, parfois on peut essayer de contester par le droit, quoi. Mais là, par exemple, la Cour de justice, qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'accord Union européenne-Turquie sur l'immigration? Elle dit ah ben non, en fait, c'est pas un acte qui est justiciable devant moi parce que, pour plein de raisons techniques, mais c'est un acte injusticiable. Et en réalité, il se passe la même chose sur la gouvernance financière. La Cour de justice refuse de contrôler toute une série de décisions qui sont prises dans le cadre des programmes d'assistance financière ou bon. Donc c'est vraiment, c'est juste pour dire que je crois que dans la réflexion sur la souveraineté, il y a évidemment 1000 choses et beaucoup de choses très intéressantes ont été dites, mais je crois que cette question des modalités de contrôle, de reprise, de pouvoir reprendre la main quand ça part dans des directions qui... C'est pas seulement ab initio, quoi, c'est aussi les mécanismes ex post de réorientation qu'il faut réfléchir. Merci. Bélier, quelques mots? Oui. Alors, à la fois pour prendre le relais de ce qui vient d'être dit par Stéphanie, et tout en revenant sur ce qu'on s'est déjà dit, à savoir que l'instrument référendaire, tu n'es pas allé jusqu'au bout du raisonnement, je ne sais pas si tu crois dans l'instrument référendaire comme solution, a priori. Oui, après, oui. Oui, bien sûr, si. Pourquoi juristes. Pourquoi je voulais y revenir? Parce qu'en fait, il y a un épisode qu'on tend à oublier, c'est l'épisode où Jacques Chirac a décidé, à la veille de la conclusion de la Constitution européenne, a décidé d'intégrer dans la Constitution française le principe suivant lequel, pour tout nouvel élargissement de l'Union européenne, il faudrait un référendum. Pourquoi? Alors, premièrement, parce qu'il nous a entendus. Enfin, il a pris acte de la question de savoir comment renouer la confiance entre espèce de dynamique européenne et le sentiment de dépossession populaire. Mais il a entendu ce besoin, cet appel-là, dans sa version pas nationaliste, mais identitaire. Ce qui l'a fait réagir, c'était la montée en puissance de la question de l'adhésion de la Turquie. Et donc, voyant que l'hypothèse d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne se profilait, il voyait cette hypothèse-là comme, en fait, un spectre sur l'adoption de la Constitution européenne elle-même. Et donc, il a essayé de trouver une solution, une garantie pour dire « Vous inquiétez pas, vous aurez le dernier mot le jour où la Turquie aura conclu un accord avec la Commission européenne. » Et donc, on a dans la Constitution un article qui a été révisé entre-temps, tu le sais, mais un article qui prévoit que pour les futurs élargissements de l'Union européenne, il y aura un référendum ou la possibilité d'un référendum. D'accord? Donc, ça répond complètement à notre débat. Question, pourquoi on n'imagine pas le même mécanisme pour les révisions des traités, tout simplement, y compris pour les traités internationaux qui s'appliquent à l'Union européenne ou à des organisations internes à l'Union européenne comme la zone euro. Pourquoi on n'étendrait pas justement ce dispositif? Le simple fait que cette idée-là n'ait pas effleuré nos élites politiques traduit bien finalement l'idée qui demeure, à savoir que tout cela doit malgré tout rester à distance du contrôle démocratique direct, on dira, et populaire. Est-ce que c'est une proposition sur laquelle vous avez réfléchi en atelier et que vous vouliez soumettre justement au public? On n'a pas besoin de la soumettre. Elle s'est imposée à nous aujourd'hui, mais c'est pas, c'est une. Parce qu'il faut la définir. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelque chose qui était perçu comme assez désuet, quoi, le référendum national, populaire. Mais en réalité, il recouvre une forme de modernité aujourd'hui, au sens où je le perçois, en tout cas à titre personnel, comme un instrument pour renouer la confiance. Pas de confiance
enfin, pas de démocratie saine sans confiance, pas d'intégration européenne sans confiance. Et là, encore une fois, dans cette quête de l'instrument pour renouer la confiance, je ne vois pas d'autre instrument que le référendum. Alors, avant de vous redonner la parole une dernière fois, avant qu'il fasse nuit dans cette salle, très bien éclairée, 2 propositions sont sorties de l'atelier, je les cite. Alors, il s'agit, alors peut-être que Bélir, qui a travaillé dessus, pourra les préciser un peu mieux que moi, c'est de taxer les GAFAM, puisque les GAFAM sont effectivement des géants de la mondialisation, mais c'est aussi, comme on le disait, des géants de l'évasion fiscale. On a en mémoire l'accord secret qui avait été passé entre l'Irlande et Apple. Et l'autre proposition, c'est comment établir, pas rétablir, parce qu'il n'a jamais existé, établir un contrôle démocratique sur la BCE. On a effleuré le sujet à plusieurs reprises, dont le public et les intervenants. Voilà, c'est deux propositions qu'on vous soumet. Si vous souhaitez réagir dessus, avant qu'on cède la parole à 3, oui. Celle sur le référendum, tu vas devoir la préciser dans ton compte-rendu ce soir. Alors, qui veut prendre la parole ? Par rapport en fait aux propositions, mais aussi par rapport à la souveraineté territoriale. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses par rapport au pays. D'abord, au niveau, même pour quelqu'un qui est girondin, de manière assez pragmatique, et vous demandez, on a beaucoup de personnes, très peu de Français, y compris des Bretons, des Basques, des Corses, etc., vont être pour une souveraineté locale. À la rigueur, ce qui peut peut-être se envisager, c'est le transfert vis-à-vis de l'économie. Mais finalement, les questions de l'éducation ou de la santé, qui sont des piliers de la République, personne veut que ce soit dans les mains du local et peut-être d'une dérive, etc. La dérive possible, en fait, ce que tu disais au niveau de la droite, on l'a devant nous, à côté, au nord de la France, c'est la Belgique. C'est-à-dire que la Belgique, à cause de la pression des Flamands, ils ont détricoté l'État. Alors, même si la Wallonie a encore des services publics, etc., mais finalement, ça pourrait être la dérive, c'est-à-dire détricoter l'État d'une telle manière qu'en fait, on a des morceaux disparates. Et on a aujourd'hui 3 Belgiques, voire 4 avec les Allemands, mais ils sont plus avec les Wallons. Et ça, ce serait la dérive. Et finalement, il y a un écho au niveau de l'Allemagne, ce que vous disiez, Coralie Nolone. Finalement, il y a quelque chose qui c'est pas une blessure qui s'est jamais refermée après la chute du mur et la réunification. C'est comment les Allemands ont été traités de la même manière que les Grecs par les Ouest-Allemands. Ah, on paye trop pour les Est-Allemands. Et encore aujourd'hui, les Est-Allemands jeunes, quand ils viennent travailler à l'Ouest, parce qu'il y a moins de travail à l'Est, beaucoup ne disent pas tout de suite qu'ils viennent de l'Est. Et finalement, beaucoup d'Est-Allemands, bon, évidemment, on ne va pas refaire l'histoire, mais seraient capables de dire, aujourd'hui, oui, à la fin du communisme, mais non, on veut rester la RDA indépendante et démocratique par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. En tout cas, c'est un débat qui se pose. Voilà. Et par rapport aux propositions, bon, GAFAM, évidemment, oui. Contrôle sur la BCE, les manières, je ne sais pas, mais évidemment, ça se pose. Il faut que ce soit politique. Et le référendum, évidemment, parce que en fait, c'est ce que disait aussi Coralie Delhomme. Le fédéralisme, par défaut, un peu comme la cour d'Empire où l'empereur décidait en dernier ressort, c'est un arbitre par défaut. L'arbitre véritable sur certains arbitrages à faire, c'est le peuple, pour un vote, le référendum. D'autres réactions ? Madame. Je ressens pas l'invitation, enfin la nécessité qui est définie d'ouvrir l'entrée d'un pays supplémentaire en instaurant un référendum. Je pense pas que ça se définisse en donnant de la voix démocratique au peuple. Je sens plus que c'est un barrage pour empêcher la Turquie ou un autre pays de rentrer dans l'Union européenne. Je ne sens pas une évolution positive, je sens plutôt que c'est quelque chose un protectionnisme par rapport à ce pays, plus qu'une liberté à donner ou des droits à donner au peuple. Merci Madame. Oui, alors on a beaucoup évoqué la question de la souveraineté nationale par rapport à l'Union européenne, en évitant, je pense, soigneusement la question de la souveraineté populaire. Totalement. Comment est-ce qu'aujourd'hui en France, est-ce qu'on pourrait
retrouver cette souveraineté populaire, est-ce que justement, cette impossibilité, un sentiment d'impossibilité de souveraineté populaire, est-ce qu'il n'est pas dû à la composition de la Ve République? Et est-ce que cette souveraineté populaire, cette proposition qui existe déjà à gauche, est-ce qu'elle ne passerait pas par l'établissement d'une 6e République et d'une constituante? Elle est enfermée dans un arche de cèdre. Là, c'est la constitution de l'an 2. D'autres réactions? On en reste là-dessus. Un dernier tour de piste pour les intervenants. Bélir, tu peux commencer peut-être? Ou... Vas-y. Stéphanie. Je reviens d'abord puisque j'ai eu le plaisir de préparer un peu le débat, plutôt que répondre aux questions, peut-être les éclairer pour comprendre pourquoi elles se sont imposées à nous. D'abord, la question de la BCE, finalement, en vous écoutant, je pense qu'on a visé juste, dans le sens où on est face à une institution qui, d'un côté, monte en puissance, mais monte en puissance avec cette interrogation de la légitimité de cette puissance. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la question de savoir d'où elle tire ces nouveaux pouvoirs, qui sont plus des pouvoirs de fait que des pouvoirs fondés sur les traités eux-mêmes. Et puis de l'autre, il y a la question du contrôle démocratique de cette institution si puissante. Donc, à mon avis, c'est une question fondamentalement légitime, non pas parce qu'elle s'est posée aujourd'hui, finalement, et ton ouvrage a contribué à expliciter l'enjeu. Je pense que c'est un enjeu politique fondamental et qui peut se poser en dépassant un peu le débat un peu binaire pour ou contre l'intégration européenne, pour ou contre même la BCE. Non, c'est d'abord pour ou contre plus de contrôle démocratique. Donc, à mon avis, c'est un débat qui est à la fois légitime et qui dépasse un peu la question de la souveraineté. Et quant à la question de la taxation des GAFAM, en fait, c'est une question qui s'est imposée à nous parce que, d'un côté, on a constaté un vrai consensus de la classe politique sur cette question. Je vous renvoie à l'échange qui a eu lieu au Sénat entre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et la sénatrice Lienemann, Marie-Noëlle Lienemann. La question avait été posée clairement par la sénatrice, qui n'est même plus socialiste, de gauche de la gauche, et gauche républicaine et socialiste. Gauche républicaine, enfin je vous laisse dans les méandres de la gauche. Le socialisme a essaimé au-delà de l'appareil du PS. Je ne sais où on en est les uns les autres. Je te l'expliquais déjà d'ailleurs. Et qui a reçu un accueil plus que favorable. Je veux dire, Bruno Le Maire, qui a salué à la fois la légitimité de la question, de la démarche, etc., soulignant sa propre démarche politique, puisqu'il met en scène le fait qu'il veut absolument une taxation des GAFAM, mais avec en même temps une situation paradoxale, puisque d'un côté, on a voté une loi posant le principe, avec un dispositif prévoyant la taxation des géants du numérique, et puis de l'autre, on s'aperçoit que finalement, cette taxation, elle est premièrement à minima, et que grosso modo, on ne l'applique pas vraiment. Pourquoi? Alors on a creusé, pourquoi on ne l'applique pas vraiment? Tout simplement parce que Donald Trump l'a dit explicitement, alors pour le coup, lui, il est dans la transparence la plus totale. Si vous appliquez votre dispositif, que vous avez décidé librement, souverainement, par la voie de la loi, expression de la volonté générale, il y aura des mesures de rétorsion. Et face à ce discours, pour le coup, souverain, voire souverainiste et nationaliste, là on s'est retrouvé échec et mat. Et en particulier Bruno Le Maire, mais pas lui tout seul en tant que ministre de l'économie, avec toute la classe politique française derrière, à l'unisson. D'où l'intérêt, à mon avis, de la question, c'est d'un côté, on est d'accord pour une fois sur une mesure qui est porteuse d'une idée de la souveraineté, et de l'autre, on est rattrapé par la mondialisation, premièrement, mais aussi par une logique de rapport de force. Comment on fait ? Ouais, peut-être rapidement sur cette question-là, je pense qu'effectivement personne ne va être choqué de la proposition de taxer les GAFAM, mais la question c'est de savoir exactement comment on peut faire. Il y a le problème que vient de soulever Bélir. Si on replace la question au sein de l'ère européenne, on voit que c'est pas seulement
Donald Trump qui est un méchant, c'est qu'on est des méchants entre nous. C'est-à-dire que dans l'état actuel de la situation européenne, évidemment, ça ne peut pas se décider directement au niveau européen puisqu'il faut une unanimité qui n'existe pas, on le sait très bien, puisque précisément certains de ces GAFAM ont choisi des pays de l'Union européenne pour obtenir un régime fiscal favorable. Si on le fait tout seul, effectivement, on s'expose à toutes sortes de mesures de rétorsion. Et vu l'importance économique, financière des enjeux, évidemment, on comprend que les États aient un peu peur. Moi, il me semble qu'une piste qui est vraiment importante pour avancer sur cette question, c'est une piste de travail, de transnationalisation des parlements. C'est-à-dire que si... alors, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'échelle de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de faire travailler ensemble les législateurs nationaux pour pas qu'il y ait la France seulement dans son coin, qui du coup se retrouve, enfin, par exemple là, qui se retrouve à faire un dispositif complètement à minima qui est presque condamné dans l'œuf, si je puis dire. Enfin, personne n'a vraiment sérieusement cru que... Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire complètement seul. C'est pas quelque chose qu'on peut faire directement aujourd'hui au niveau de l'Union européenne à cause des règles d'unanimité en matière fiscale. Donc est-ce qu'il n'y a pas un échelon dans la collaboration interparlementaire qui renvoie évidemment un peu à certaines des propositions qu'on avait faites, mais dans la collaboration interparlementaire transnationale, pour faire avancer cet agenda. Parce que sinon, on est vraiment coincé. Il n'y a aucune échelle à laquelle ça fonctionne. Donc ça me semble important. Je crois qu'on est assez d'accord sur le principe, mais il faut un peu voir concrètement comment on peut pousser cette question. Merci. Coralie Delvaux. Je reviens sur la question du référendum. J'ai pas bien compris pourquoi tu avais dit que c'était obsolète ou il m'a jamais semblé. Désuet. Ouais. Il m'a jamais semblé, mais le problème c'est qu'il faudrait que quelqu'un en organise et que par la suite le résultat soit respecté. Parce que bon, alors le dernier c'était 2005, le résultat leur a pas plu, donc ils l'ont rayé d'un trait de plume, ils ont décidé qu'ils en organisaient plus. Après, enfin moi j'ai fait la campagne pour récolter les signatures, j'ai fait la campagne perdue d'avance là pour Aéroport de Paris. On a eu à grand-peine le million de signatures. Macron avait dit on pourrait revoir la procédure pour qu'à partir du million de signatures, éventuellement, on puisse organiser le... Mais il n'a évidemment pas mis sa promesse à exécution. Donc voilà, qui organise qui a la possibilité de consulter les citoyens par référendum, des gens qui ne veulent pas le faire. C'est compliqué. D'où l'idée du RIC. Alors ça, je n'y ai pas suffisamment réfléchi pour savoir quoi en penser, mais je pense que oui, il faudrait organiser régulièrement des référendums. Concernant la taxe GAFA, alors oui, effectivement, il y a des... ce serait les États-Unis imposent à la France un rapport de force qu'il faut accepter, et c'est sûr que ce serait bien plus facile de le relever à plusieurs, mais dans l'Union européenne, on a toute une batterie de pays qui étaient contre cette taxe GAFA. Alors, les uns parce que c'est des paradis fiscaux, à la faveur de la manière dont fonctionne le marché unique, il y a des pays qui ont bâti leur modèle économique sur la base de la prédation fiscale sur le dos de leurs partenaires, quoi. Et puis, il y a un pays comme l'Allemagne qui est très dépendant des exportations. Alors, il veut ménager son client américain. Donc voilà, on a des intérêts très divergents. Et ce qu'il faudrait pouvoir faire sur ces dossiers-là, comme sur tous les autres, c'est de le faire à quelques-uns. Mais en réalité, ça devrait être ça, l'Union européenne. L'Europe, pardon, ça devrait être la possibilité, dans des domaines précis, d'engager des actions à quelques-uns, à quelques États souverains, qui n'auraient pas abdiqué leur souveraineté, à quelques États souverains volontaires, et non pas la volonté de marcher tous toujours du même pas à 27, sachant que on a des intérêts très divergents pour certains pays. Voilà. La chose que je voulais préciser par rapport à souveraineté populaire, souveraineté nationale, c'est-à-dire que pour moi, j'emploie l'un comme l'autre. En fait, c'est pas un oubli, c'est-à-dire que je considère que la nation, c'est le contenant et le peuple, c'est le contenu. Et la souveraineté nationale est la condition de possibilité de la souveraineté populaire, en fait. Voilà. Peut-être Fabien Escalin, puis tu... Ouais, comme tu veux.
Non, je voulais surtout réagir sur la dernière proposition pour reboucler avec ma dernière intervention sur la BCE. Bon, d'abord, démocratiser le contrôle de la BCE, oui. Après, à condition qu'on puisse démocratiser les missions qu'on lui donne, enfin, à condition de pouvoir rediscuter des missions qu'on lui donne. Mais pour reprendre le fil de ce que je disais, moi, expliquer mon scepticisme, en fait, c'est que, pour moi, ça n'a d'intérêt que si la BCE permet une vraie politique de rupture de gauche en matière d'écologie et de social. C'est-à-dire il y a des telles transformations à faire, un tel freinage productif, une telle modification productive, énergétique à accomplir dans des conditions sociales décentes qu'en fait je ne vois pas comment vous pouvez faire ça sans un pilotage public de la monnaie qui échappe en grande partie, pour l'essentiel, à la finance de marché. Alors certains spécialistes ont étudié ça quand les États-nations le faisaient. On appelait ça en France le circuit du trésor. Alors ils disent, tiens, il faudrait faire un circuit écologique du trésor à l'échelle européenne. Bon, pourquoi pas? En fait, moi, c'est juste que j'y crois pas. C'est-à-dire que, comme on se le disait tout à l'heure, il y a des intérêts tellement divergents, des préférences, encore une fois, historiques, collectives, tellement antagonistes sur la conception de la monnaie, de ce que doit être une banque centrale, que je ne vois pas comment on peut y arriver, à moins que par magie, tout d'un coup, on ait des despotes éclairés gauchistes dans une majorité d'États membres de l'Union européenne. En fait, je n'y crois pas. Donc je pense qu'on va être obligé, effectivement, d'aller au conflit, ça a été dit. Mais encore une fois, je suis assez sceptique sur la possibilité juste de démocratiser le contrôle de cette BCE. En tout cas, si on a une conception un peu maximaliste, mais en réalité faussement maximaliste, c'est-à-dire le minimum qu'il faudrait faire en termes de transformation écologique, en fait, exige une telle transformation de la BCE que je ne vois pas comment on peut emporter avec nous l'ensemble des partenaires qui forment aujourd'hui la zone euro. Alors moi, sur le référendum, je suis non seulement je suis totalement d'accord, mais je pense qu'il faut assumer. C'est pas facile à gauche, parce qu'il y a aussi une tradition dans la gauche française qui était hostile au référendum parce qu'il était éventuellement plébiscitaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut plaider pour ça? C'est à mon avis le recours fréquent et banalisé au référendum. Plus les citoyens vont voter sur des sujets très divers, on pourrait même prendre l'exemple suisse, ils votent quasiment tous les mois. Alors évidemment, le résultat ne plaît pas toujours aux progressistes, mais ça, il faut en accepter aussi, évidemment. Le taux de participation est souvent très faible. Oui, très faible comme aux dernières municipales, en fait, en France. Donc déjà, s'il y a 30% des Français qui votent régulièrement sur des sujets très divers, moi, ça me satisfait. Parce que je reviens à la question de la souveraineté populaire et du RIC, parce que le référendum d'initiative citoyenne, ça ne peut pas être celui tel qu'il est aujourd'hui dans la Constitution. Moi aussi, j'ai participé à la campagne pour l'aéroport de Paris. C'est très compliqué. Et puis le mode de déclenchement du référendum est encore plus complexe. Là, pour le coup, s'il y a une réforme institutionnelle à porter prioritairement, c'est celle-ci. Donc il faut recours fréquent et banalisé au référendum, donc au référendum d'initiative citoyenne en France. On peut même avoir le débat sur ce que les États-Unis pratiquent, le recall, sur les élus eux-mêmes. Bon, les États-Unis, certains pays d'Amérique du Sud, pourquoi pas? Enfin, moi, je pense que ça ne réglera pas tous les problèmes. Parce que ce que les gens attendent aussi de leurs représentants, c'est qu'ils soient efficaces, qu'ils trouvent des solutions, qui règlent les problèmes. C'est pas seulement de pouvoir s'exprimer tous les mois. Mais en tout cas, ça participe de cette respiration démocratique. Tout le monde a l'air convaincu et c'est tant mieux. Et je suis d'accord, il faut pas commencer à limiter les sujets. Sur l'élargissement, aujourd'hui, un des problèmes principaux de l'Europe et du fonctionnement de l'Union européenne, c'est qu'on est à 27, avec des intérêts quand même très divergents, et l'élargissement, c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile de faire l'Europe sociale, en vrai. Donc c'est quand même la moindre des choses que sur un élargissement, on demande l'avis au peuple français. D'ailleurs, il y a des États européens, dans leur constitution, c'est tout texte européen enclenche un référendum. C'est le cas notamment de l'Irlande ou des Pays-Bas. Pourquoi pas le faire en France? Moi, ça ne me gêne pas. Deuxième chose, sur les GAFAM, moi je suis d'accord. Déjà, la première chose, et là on en revient au problème de la souveraineté, c'est que la compétition fiscale que se livrent les États européens entre eux, c'est-à-dire la possibilité pour les États de faire des rescrits fiscaux avec des grandes multinationales, ça c'est la règle de l'unanimité. Et d'ailleurs, ceux qui tiennent à ça, c'est-à-dire en gros l'Irlande, les Pays-Bas, Chypre,
Malte, le Luxembourg, qui sont des véritables paradis fiscaux, il le dit, il le revendique au nom de la souveraineté. Vous voyez que notre débat pourrait être poursuivi, mais déjà, ça serait bien déjà que les entreprises, celles-ci, payent des impôts sur le sol européen et à un niveau que l'impôt sur les sociétés soit en gros le même, à peu près le même en tout cas, entre les différents pays européens, mais il faut aller plus loin. C'est la question du démantèlement qui se pose aujourd'hui. Parce que là, on parle de la souveraineté, mais redevenir souverain, c'est déjà reconquérir le pouvoir économique, qui n'a pas été perdu, qui a été donné par un certain nombre de dirigeants. Franchement, les forces du capital les plus puissantes, les plus antidémocratiques, elles sont là, hein, les GAFAM, les multinationales. Et là, c'est un combat titanesque dans la grande histoire séculaire de la confrontation entre le capital et le travail. Je peux dire que c'est là l'enjeu. Donc, à mon avis, il faut aller plus loin que la simple taxation. Il faut préconiser le démantèlement. Certains aux États-Unis, notamment dans la famille démocrate, enfin, côté Sanders, quoi, pas côté Biden, la posait. C'est vraiment un sujet, pour le coup, pour demain, quoi. Et la troisième question, je ne sais plus ce que c'était. Le contrôle des... Non, mais la BCE, je suis d'accord. C'était sur la 6ème République. Je vais finir par ça. Quand on écoute les différents leaders de tous l'échiquier à gauche, tout le monde est pour la 6ème République. La première chose, déjà, ça serait sortir du crétinisme présidentiel. Et arrêter de croire qu'il n'y a que l'élection présidentielle qui compte, la rencontre d'un peuple et d'un homme. Il va falloir se désintoxiquer. Il faut avoir un rapport laïque aux institutions et un rapport laïque à l'élection présidentielle. Et ça permettra peut-être de régler un certain nombre de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans la gauche française. Merci. Merci à nos intervenants pour leur éclairage et la lecture des sujets et des questions. Merci au public d'avoir fait le débat. Je vous rappelle qu'il y a un dialogue avec Florence Aubenas et Pascal Richer qui se tient dans le cloître. Vous pouvez dîner d'ailleurs. Voilà. Bonne soirée à tous.